Le 25 décembre 2024, la défense aérienne russe a abattu un avion civil azerbaïdjanais. Au total, 38 personnes sont mortes. Et savez-vous quelle a été la réaction des autorités russes ? Silence total. Pendant 3 jours, personne à Moscou n'a dit un mot. Lorsque Poutine a finalement appelé le président de l'Azerbaïdjan, il a uniquement présenté ses excuses pour le fait que l'incident s'était produit dans l'espace aérien russe. Faites attention au choix des mots. Il a soigneusement évité d'admettre que la Russie avait tiré. Pendant 150 ans, les voisins de la Russie n'auraient jamais osé défier Poutine pour quelque chose comme ça. Ils auraient avalé l'insulte et repris le cours de leur vie. Mais cette fois, quelque chose de surprenant s'est produit. L'Azerbaïdjan a exigé des excuses. Il a exigé que la Russie admette sa faute. Il a exigé une indemnisation. Et ce petit geste de courage a révélé un secret que Poutine tente de cacher à tout prix. Parce que la vérité, c'était la suivante. Poutine a commencé la guerre en Ukraine pour que le monde recommence à craindre la Russie. Il voulait rester dans les mémoires comme l'homme. Qui a rendu au pays la grandeur des tsars et de l'Union soviétique. Il voulait des statues. Il voulait que son nom figure dans les livres d'histoire. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Chaque mois de guerre n'a pas rendu la Russie plus grande. Cela a laissé un vide. Et ce vide se creuse dans des endroits où la guerre n'est jamais arrivée. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment l'empire que Poutine a juré de reconstruire s'effondre sous ses pieds. Et plus importante encore, qui est en train d'entrer par la porte qu'il a laissée ouverte. Commençons par le début, par le plan qui a complètement échoué. Lorsque Poutine a envahi l'Ukraine en février 2022, le plan était simple et rapide. Prendre Kiev en quelques jours, installer un gouvernement ami à la place et mettre la main sur 15 000 milliards de dollars de richesses minérales ukrainiennes. Ce ne serait que la première pièce d'un échiquier plus vaste. Avec l'Ukraine sous contrôle, la Russie serait à nouveau traitée comme une superpuissance au même niveau que les États-Unis et la Chine. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Plus de 4 ans plus tard, la ligne de front a à peine bougé. La Russie contrôle à peu près 1/5 de l'Ukraine. Et pour réaliser le rêve de Poutine, il lui manquerait les 80% restants. Pire encore, l'armée russe, qui était présentée comme la 2e plus puissante du monde, a été démasquée. Elle s'est révélée être un tigre de papier. Et l'économie a ressenti le choc. Avant la guerre, la Russie connaissait une croissance de plus de 4% par an. Mais aujourd'hui, elle stagne autour d'1%. Alors, si même l'Ukraine n'est pas tombée, que reste-t-il du grand plan de Poutine ? La réponse est encore plus dure pour lui, parce que la cible de l'invasion non seulement a résisté, mais elle en est sortie plus forte. Réfléchis avec moi. L'Ukraine est entrée dans cette guerre comme une proie. Un pays qui, dans la tête de Poutine, serait avalé sans grand effort. Elle en est sortie comme une puissance militaire. Forcée à se défendre, l'Ukraine est devenue un leader mondial dans le domaine des drones et a transformé cette technologie en monnaie d'échange. Sur le plan diplomatique, elle a conclu des accords de plusieurs années avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et a commencé à vendre des équipements de défense à l'Occident au lieu d'en dépendre. Un centre d'études américain, l'Atlantic Council, est même allé jusqu'à souligner quelque chose d'impressionnant. Aujourd'hui, les soldats ukrainiens réussissent souvent mieux que leurs homologues de l'OTAN lors d'exercices conjoints. Autrement dit, le pays qui devait être englouti est devenu le mode d'emploi pour arrêter la Russie. Cela montre la Russie telle qu'elle est aujourd'hui. Il ne s'agit plus d'une superpuissance, mais plutôt d'une puissance moyenne, qui a cru être plus grande qu'elle ne l'est réellement. Et voici l'élément qui change tout. Pendant des décennies, les voisins de la Russie obéissaient pour une seule raison.
De l'Arménie au Kazakhstan, de l'Azerbaïdjan à la Géorgie, tout le monde faisait très attention face à cette armée géante. Mais l'Ukraine vient de montrer au monde entier que cette armée n'est pas invincible. Et au moment où la peur se fissure, ceux qui obéissaient commencent à tester jusqu'où ils peuvent aller. Le premier test, ce fut justement cet avion. Reviens avec moi en Azerbaïdjan, un petit pays riche en pétrole qui a toujours vécu dans l'ombre de son voisin géant. Pendant 150 ans, la Russie a dominé le Caucase, cette région montagneuse entre la mer Noire et la mer Caspienne. Elle régnait par la peur, nul n'osait défier Moscou. Puis il y a eu l'avion abattu, les 38 morts, et le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a fait l'impensable. Il a affronté Moscou. Il n'a pas assisté au défilé militaire du 9 mai à Moscou, la date la plus sacrée du calendrier russe. Il a fermé le centre culturel russe dans le pays. Et lorsque, des mois plus tard, la police russe a tué 2 frères azerbaïdjanais, alors qu'ils étaient en garde à vue dans une ville russe, l'Azerbaïdjan a répondu de la même manière. Il a arrêté des Russes et a montré les images. C'est alors qu'en octobre 2025, Poutine a finalement admis qu'un missile russe avait abattu cet avion que nous avons montré au début. Et il a finalement présenté ses excuses. De vraies excuses. Et l'année suivante, un accord d'indemnisation a été conclu. Mais les dégâts profonds ne s'effacent pas d'une simple poignée de main. Parce que ce qui s'est brisé là, ce n'était pas un traité, c'était la peur. Et une fois la peur dissipée, elle ne revient pas avec des excuses. Et ça ne s'est pas arrêté en Azerbaïdjan. Regarde l'Arménie. Pendant des décennies, elle a cité l'allié la plus fidèle de la Russie dans la région. En juin 2026, le Premier ministre Nikol Pachinian a remporté l'élection. Et il a gagné. Et il a gagné malgré une forte pression de Moscou qui est même allée jusqu'à menacer de couper le gaz bon marché qui alimente le pays. Il a gagné en se tournant vers l'Europe. Et qui est apparu de l'autre côté pour tendre les bras ? Le président des États-Unis, le président de la République d'Azerbaïdjan et le premier ministre des États-Unis. Les États-Unis. Donald Trump a soutenu publiquement Pachinian. Et il a fait plus. Il a réuni le dirigeant de l'Arménie et celui de l'Azerbaïdjan à la Maison-Blanche pour signer un accord de paix, mettant fin à un conflit de plus de 30 ans. Ils ont même donné le nom de Trump au couloir de passage. Il faut y réfléchir. C'est la Russie qui, pendant 150 ans, s'est posée en juge du Caucase. C'est la Russie qui a négocié le cessez-le-feu entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan en 2020, c'était son rôle. Le rôle de celui qui dirige la région. Maintenant, ce sont les États-Unis qui font la paix entre ces deux pays. Autour d'une table à Washington, Poutine observant de l'extérieur. L'arrière-cour russe a changé de propriétaire. Et si tu penses que cela ne concerne que le Caucase, ce petit coin éloigné de la carte, prépare-toi, parce que ce même schéma est en train de se répandre et devient de plus en plus grave. Cela débute avec les voisins proches, puis s'étend progressivement. La Moldavie, juste à la frontière, court vers l'Union européenne. En Asie centrale, des pays comme le Kazakhstan, qui étaient autrefois dans l'orbite de Moscou, commencent à chercher d'autres partenaires, comme l'Europe et la Chine. Maintenant, prends encore plus de recul sur la carte et la situation devient dramatique. Parce que la Russie ne promettait pas de protection seulement à ses voisins. Elle était la marraine de régimes disséminés à travers le monde. Elle vendait des armes, envoyait des troupes et jurait de défendre ses alliés contre toute menace. Cette protection était ce qui donnait à la Russie pouvoir et prestige loin de chez elle. Et, un par un, ses alliés sont tombés pendant que la Russie regardait les bras croisés. Prenez par exemple la Syrie. Pendant près de 10 ans, la Russie a soutenu le dictateur Bachar el-Assad. Elle est intervenue militairement en 2015 pour le sauver. Assad était le trophée de Moscou au Moyen-Orient. En décembre,
2024, un groupe de rebelles a marché sur la capitale Damas lors d'une offensive éclair. Et les forces russes, pour la plupart, se sont contentées de regarder. Assad s'est enfui et des foules ont renversé sur les places les statues du régime que la Russie avait protégé pendant des années. Et il n'y a pas eu que la Syrie. Au Venezuela, le gouvernement Maduro, que la Russie armait et soutenait depuis des années, s'est complètement effondré sous la pression des États-Unis. En Iran, le partenaire que Moscou courtisait a été frappé lors d'une guerre avec Israël. 3 alliés que la Russie avait juré de protéger et 3 effondrements. Et savez-vous ce qui est le plus curieux ? Dans aucun de ces cas, la Russie n'a levé le petit doigt. Comme vous pouvez le voir, la Russie a cessé d'être la puissance qui décide qui gouverne. Elle est devenue un joueur de plus tentant de sauver ce qu'elle peut du naufrage. Et le message qui résonne dans le monde est d'une simplicité effrayante. La protection russe ne vaut rien. Et là, on arrive à la question qui compte vraiment. Pourquoi ? Si la Russie laisse tous ces vides de pouvoir dans le monde, quelqu'un est en train de les remplir. Mais qui ? La réponse porte un nom que vous connaissez bien. La Chine. Et c'est ici que l'histoire devient vraiment sombre pour Poutine. Parce que pendant qu'il dépense chaque rouble et chaque soldat en Ukraine, la Chine entre par la porte de derrière de la Russie elle-même. Regardez l'extrême-orient russe, cette immense bande de territoire qui borde la Chine. Elle représente 40% de tout le territoire russe. Mais elle n'abrite qu'environ 8 millions de personnes. C'est une région vide, pleine de ressources, et juste à côté du pays le plus peuplé de la planète. Quand les entreprises européennes ont quitté la Russie à cause de la guerre, devine qui a pris leur place. Les entreprises chinoises. Et elles ne sont pas venues les mains vides. Aujourd'hui, dans les zones économiques spéciales de Sibérie, le yuan, qui était la monnaie chinoise, a remplacé le rouble dans les transactions. Environ 90% des machines industrielles que la Russie importe proviennent de Chine. Et les voitures chinoises, qui représentaient 18% du marché russe avant la guerre, représentent aujourd'hui 57%, plus de la moitié. Et voyez, nous ne parlons pas d'invasion. La vérité, c'est que la Chine n'a pas besoin de chars, elle fait quelque chose de plus intelligent et de plus permanent. Elle est en train de transformer la Russie en fournisseur. Une station-service de pétrole, de gaz et de matières premières bon marché pour alimenter l'économie chinoise. Et comme la Chine achète à peu près la moitié du pétrole que la Russie exporte, Poutine ne peut pas dire non. Il dépend des Chinois pour survivre. Le partenaire est devenu créancier, l'empire a devenu fournisseur. Et tout cela, cette perte de territoire, d'influence, d'alliés, de respect, descend jusqu'à l'endroit où ça fait le plus mal. Le portefeuille du citoyen russe ordinaire. Parce que le prix de cette guerre se paie dans le pays. Les prix ont explosé. Au début de 2026, la nourriture en Russie est devenue plus de 20% plus chère en un an. Pour tenter de contenir cette inflation, les taux d'intérêt sont passés à plus de 14%. Et cela, en soi, étouffe déjà toute personne ayant besoin de crédit. À la caisse, certains prix étaient encore plus élevés que sur l'étiquette. En gros, il y a des panneaux partout disant que les produits sont en train d'être réétiquetés et que le prix mis à jour est celui de la caisse. Rien qu'en 2025, plus de 200 000 petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes. Et le fonds souverain de la Russie, cette épargne qui était censée être le coussin du pays pour les temps difficiles, a diminué de plus de moitié en 4 ans. Tout a été drainé pour financer la guerre. Je sais, les chiffres sont abstraits. Laisse-moi te montrer ce que ça donne dans la vie réelle. À plusieurs endroits en Russie, le manque de carburant a créé des files monstrueuses dans les stations-service. Ce ne sont pas que quelques voitures dans la file. Ce sont des files qui, vues d'en haut, s'étendent sur des kilomètres. Une ligne continue de véhicules serpentant à travers le paysage, sans fin en vue.
Sur l'autoroute qui relie Moscou à Saint-Pétersbourg, la principale route du pays, une voie entière est devenue une file d'attente pour la station-service. Là où il en manque, le désespoir abonde. Dans la ville de Krasnodar, l'attente pour faire le plein s'est transformée en bagarre. 2 hommes en sont venus aux mains, roulant sur le sol en pierre, se battant pour le droit de remplir leur réservoir. C'est le quotidien que Poutine a construit pour son propre peuple, tandis qu'il poursuit un rêve de grandeur. À ce stade, vous vous demandez peut-être une chose. Si tout va si mal, pourquoi la Russie n'a-t-elle pas encore complètement sombré ? C'est une question légitime, et la réponse est révélatrice. Pour comprendre, il faut savoir une chose, la principale source de revenus de la Russie, c'est la vente de pétrole. Quand le prix du baril est élevé, l'argent rentre dans les caisses. Quand il est bas, la trésorerie se tend. C'est aussi simple que ça. Et puis, en février 2026, un hasard est survenu de l'autre côté du monde. Une guerre entre les États-Unis et l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Avec cette route bloquée, le monde s'est retrouvé à court de pétrole. Et le prix du baril a grimpé à plus de 100 $. Tu comprends ce que ça signifie ? Sans rien faire, la Russie a vu son propre pétrole valoir beaucoup plus du jour au lendemain. Cet argent inattendu a comblé le déficit budgétaire et a repoussé la crise. Autrement dit, la Russie ne tient pas debout parce que le plan de Poutine a fonctionné. Elle tient debout parce qu'un accident géopolitique lui a apporté de l'argent sur un plateau. Par chance. C'est une survie due au hasard. Et le hasard ne dure pas. Quand le prix du pétrole baissera, et il finira par baisser, il ne restera que ce que Poutine a vraiment construit. Et ce qu'il a construit, c'est ça. Poutine a envahi l'Ukraine pour que le monde recommence à craindre la Russie. 4 ans plus tard, l'Azerbaïdjan le défie sans crainte. L'Arménie signe la paix à la Maison-Blanche et non au Kremlin. Assad l'allié est tombé. Et le yuan chinois circule librement en Sibérie russe. Il y a des années, le sénateur américain John McCain a lâché une phrase qui est devenue une blague. Il a dit que la Russie n'était rien de plus qu'une station-service déguisée en pays. À l'époque, beaucoup l'ont perçu comme une provocation, une exagération de politiciens. Mais aujourd'hui, en regardant une Russie qui ne tient debout que grâce au prix du pétrole et qui approvisionne la Chine avec ses matières premières, cette phrase n'est plus une blague. C'est là que je te pose la question. Après tout ça, tu penses que Poutine a encore une chance de redresser la situation ? Ou bien les dégâts sont-ils déjà irréversibles ? Laisse ton avis dans les commentaires, j'ai envie de lire ce que tu en penses. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as déjà compris que cette chaîne ne te donne pas d'informations superficielles. Ici, on montre comment le pouvoir se déplace vraiment, sous la surface de l'actualité. Alors abonne-toi à la chaîne, pour ne pas manquer la prochaine analyse. Il reste un chapitre que je ne t'ai pas encore raconté. Alors qu'elle perd de l'influence dans le monde, la Russie risque aussi de perdre un territoire qu'elle occupe depuis 2014. La Crimée. Peu à peu, l'Ukraine isole la péninsule et transforme l'ancien trophée de Poutine en symbole de tous ses échecs. Comment cela se passe ? C'est ce que je vais t'expliquer dans la prochaine vidéo. Il suffit de cliquer ici.